Je suis né dans l'Aveyron. J'ai passé tous les mois d'août en vacances avec mes parents. Mais maintenant, j'ai perdu mes parents et je suis pas valide pour y revenir. Les souvenirs qui me relient à l'Aveyron, c'est d'abord aller à l'école et faire 5 kilomètres pour y aller, traverser des champs, des petits sentiers et arriver à des routes. Et il fallait 1 heure de marche pour y arriver. Le soir, l'hiver, la nuit tombe à 5 heures et papa venait vers moi pour me rencontrer, pour me retrouver et m'amener à la maison. Et maman faisait pareil pour ma sœur qui n'était pas à la même école que moi. J'avais quand même un camarade qui était plus âgé que moi, puisque j'ai commencé à 6 ans. Et on allait ensemble à l'école. Il était encore plus loin que moi, il était à 6 kilomètres. Et l'hiver, je me rappellerai toujours, il y avait de la neige, je glissais, je me faisais mal. Je me relevais tout seul comme je pouvais, en pleurant, et puis je me consolais et je continuais le trajet. J'entendais la cloche de l'école qui sonnait et j'étais des fois encore à 600 mètres de l'école. Arrivé à l'école, j'avais évidemment les pieds mouillés et tout, et je me rappellerai toute ma vie d'un frère des écoles chrétiennes qui me disait, qui me prenait à la cuisine, il ouvrait le four, il mettait un peu de chaleur, je quittais les chaussettes, les souliers et je me réchauffais. Ça m'a marqué beaucoup parce que ça me remettait un peu en place. Il paraît que j'ai des yeux méchants. Non, pas du tout. Sévères. Il n'y a pas du tout. En étant enfant, avec ma sœur, on faisait l'école. Un était maître et l'autre était l'élève. Et ça durait des heures et des heures. On avait même une craie, on écrivait sur une porte. Et dans cette porte se trouvait une étable où il y avait 12 poules pondeuses qui couvaient des œufs d'oie et de canard et de pintade. Alors on s'amusait comme ça beaucoup. Mon papa s'occupait des vaches, il faisait les veaux téter les vaches, il fallait donner du foin, mettre de la paille, sortir le fumier chaque jour, c'était un travail laborieux. Mais pour lui, c'était une passion. On avait eu le malheur d'avoir des vaches qui étaient tuberculeuses. Alors le lait, on ne pouvait pas le donner aux enfants. Ou alors il fallait faire bouillir le lait pendant tant de temps avec une petite machine qui tournait. Il travaillait, il me posait des questions en même temps. J'avais commis une désobéissance. Mon papa m'avait dit il y avait un cochon qui s'était égaré à 600 mètres. Et il m'avait dit va le chercher et vite. Et je ne voulais pas, j'ai fait un caprice. Il m'a donné une forte gifle. Je me rappelle encore. Et j'y suis allé par force et j'ai emmené ce cochon à la maison. Tout est rentré dans l'ordre et on n'en a plus parlé, mais je me souviens parce qu'il avait tapé un peu trop fort. Je voyais des lumières, des étincelles. Il avait la manie d'être un peu énervé quand il y avait la vendange, la moisson, la fenaison, tuer le cochon. Alors là, il nous commandait tous et il était nerveux, il n'était pas lui-même. C'est un travail stressant, oui, oui, oui. Je me rappelle de lui, mais il était très gentil, très bien. C'était une petite propriété, 25 hectares. Maman avait des oies, 150 oies, mais par groupe de 30, des lots de 30. Ça faisait 5 fois 30. Toutes ces oies, elles étaient élevées du premier jour de leur vie jusqu'à leur dernier jour de leur vie. Elle faisait bouillir du maïs, elle y mettait de la graisse d'oie en plus,
Et puis, avec le moulinet, elle mettait dans la bouche le grain qui descendait dans l'œsophage des oies. Ça lui demandait beaucoup de temps. Et pour que ça se passe plus vite, elle le faisait 3 fois par jour, à midi. Mais elle regardait avant si le déjeuner du matin avait été digéré par l'oie. Si elle sentait un grain ou 2 grains de maïs, elle la mettait de côté et elle ne donnait pas de gavage. Elle commençait en septembre et elle finissait en février. Quand elle saignait les oies, elle faisait le foie d'oie, le foie gras d'oie. Et elle avait un voisin, ils étaient amis d'enfance et il venait l'aider. Et c'était un travail, il fallait commencer par sortir le foie et puis les entrailles et ainsi de suite. Elle l'a fait d'abord quand les enfants, on était déjà âgés de 15 ans. J'avais des voisins à 500 mètres, 800 mètres, mais il y avait toujours des histoires, on ne s'entendait pas. Ils cherchaient toujours des noiseries, ça a été douloureux un peu pour nous. Papa nous disait, ils se réunissaient autour d'un verre et papa nous disait, allez faire la sieste, comme ça. Il ne voulait pas qu'on écoute. On obéissait. Mais on entendait des fois des cris. C'était les messieurs, les voisins qui trouvaient à redire, quoi. Oh, des chemins, des fontaines, des sources d'eau. Et il y a eu le remembrement et il fallait respecter, il fallait que le chemin soit écarté de 6 mètres. Et les voisins sont venus chez nous et ils ont regardé, ils ont vérifié. C'était horrible. Et mon frère, je me rappelle, il était en colère comme tout, il était plus âgé que moi. Denis, il avait 13 ans quand je suis né, alors on n'a pas pu échanger en tant qu'enfant. Et les jours de foire, il nous gardait à la maison pour nous garder avec les petits voisins. Il nous faisait jouer sur la paille, sur le foin, on glissait, on s'amusait, et il nous faisait manger à midi. Et les parents revenaient de la foire et ils reprenaient leurs enfants et tout se remettait en ordre. Je ne savais pas faire les problèmes, les mathématiques, c'était des problèmes. Et il m'aidait beaucoup pour ça. Donc, vous voyez, je suis reconnaissant. Ça me vient juste à l'esprit. Il a 91 ans. Il vit encore, on s'entend, on se téléphone, mais il n'y a pas assez d'affection. Dès que j'ai commencé la lecture, j'avais des difficultés d'apprentissage de la lecture. Et on était 3 ou 4 à avoir cet handicap. Et on nous avait prêté un frère très âgé de 90 ans qui venait tous les jours à 2 heures jusqu'à 3 heures pour nous faire lire, pour rattraper le temps perdu. Ça m'a marqué beaucoup, puisqu'on avait un livre et on se donnait le coude parce que le frère, il était très âgé et il s'endormait. Et alors nous, on tournait les pages, on rigolait, et ainsi de suite. Et maintenant que j'ai 78 ans, je comprends pourquoi lui, il dormait, parce que ça m'arrive à moi aussi aujourd'hui. À l'époque, il y avait beaucoup de neige et on faisait des pistes pour pouvoir les prendre. Et je me souviendrai toujours d'un garçon qui était un peu méchant, alors qu'il était réputé gentil, de m'avoir dit, dis donc, tu as des souliers avec des clous.
on mettait des clous pour ne pas user trop vite la semelle. Alors il m'a dit, non, je ne veux pas que tu fasses des glissades, toi. Et ça m'a vexé, je l'ai encore... il vient de mourir tout dernièrement, cet homme. Par contre, j'avais sympathisé avec son frère qui avait mon âge et qui est décédé à Paris très jeune, à 30 ans. Chaque année, il y avait un frère des écoles chrétiennes qui passait dans toutes les écoles des frères des écoles chrétiennes. Et il nous passait des Walt Disney et on était contents parce que ça nous faisait passer une bonne après-midi. Et il terminait toujours par un film qui racontait la vie des frères des écoles chrétiennes. Et puis à la fin, il a fait un peu comme vous. Mais quels sont ceux qui aimeraient être frères des écoles chrétiennes? Et moi, j'ai levé la main parce que les frères des écoles chrétiennes, ils faisaient la classe, ils étaient instruits, et voilà. Mais je ne voyais pas le côté religieux, parce que j'avais que 11 ans. Et j'ai levé la main pour pouvoir faire la classe plus tard. L'école se terminait en CM2. En 6e, il fallait partir, il fallait changer. Et les frères ont dit, puisque toi tu veux être frère, et il y en avait 3 ou 4 qui avaient dit oui, qui avaient levé la main pour être frère. Il fallait donc s'inscrire à cette école qui était à côté de Toulouse, qui était assez loin. C'était une école qu'on appelait le Juvénat. C'était très religieux, on se préparait de très loin à être un jour frère des écoles chrétiennes. Mais on avait toutes les matières, on suivait. On passait les diplômes comme tout le monde. Et comme j'avais eu des difficultés de lecture, j'avais déjà 1 an de retard. Et je suis rentré à Pibrac, chez eux, en 6e. Et j'ai suivi le cursus jusqu'à la première. Et en première, ils nous disaient, maintenant que vous voulez être frère, il vous faut faire le noviciat. C'est l'apprentissage à mener une vie religieuse. Et vous serez frère des écoles chrétiennes. On coupait le bac et on allait faire le noviciat. Je ne me suis plu, j'étais heureux, j'étais content. Mais j'étais jeune, 17 ans, 11 ans, j'étais jeune. Et maintenant, sur le tard, j'ai 78 ans. Et je me suis rendu compte que les frères avaient combiné les histoires pour pouvoir recruter du monde. Moi, je voulais faire l'école, d'accord, mais je ne savais pas que frère, s'il fallait faire une demi-heure d'oraison en silence, et la messe, et une dizaine de chapelets. Je ne savais pas, ça ne me le disait pas. Après le noviciat qui durait 1 an et qui était très austère, beaucoup plus que les séminaristes, très austère, très sévère. Et à 17 ans, on était encore immature. Et alors, j'ai réalisé qu'il faisait exprès de nous arrêter en première pour qu'on aille au noviciat, pour qu'on soit intéressé davantage à la vie religieuse et qu'on rentre dans la vie religieuse. Et après le noviciat, on allait passer la seconde partie du baccalauréat. Je le réalise que maintenant. C'est une honte, j'aurais dû le voir plus tôt. Ça a transformé toute ma vie. Au fameux hiver 1956, les maisons étaient très très froides et les frères avaient mis leur propre lit dans une grande classe et ils chauffaient que la grande classe. Ils y vivaient matin et soir. Ils n'y sortaient pas tellement qu'il faisait froid. Et ils couchaient là pendant tout le mois de février 56. Et à côté, nous étions quelques pensionnaires et nous étions par la même occasion, nous étions chauffés. L'hiver était tellement rigoureux que tout le monde restait chez soi ou bien allait en pension comme ça. Et chaque année,
chaque année, on faisait une sortie de classe. Et les mamans qui avaient les enfants, comme moi, qui avaient des difficultés, elles se rejoignaient les unes aux autres. Et le premier voyage, ça a été de venir à 7 ou 8 ans, ici à Saint-Ferréol. Et maman m'a dit, oh oui, je me suis mise avec les mamans qui avaient un enfant qui avait du mal à lire. Et on était un peu complexés, et on s'entendait quand même. J'ai eu du mal quand même pour les études. Il fallait passer le bac, je l'ai redoublé. Il fallait passer un certificat d'aptitude pédagogique. J'ai trimé aussi, j'ai passé 2 fois. Je m'accrochais toujours. Mes parents, ils voyaient que j'étais content, ils étaient contents. Et puis, ils avaient fait, pour qu'on rentre plus facilement, ils faisaient un prix de pension. Et mes parents, comme ils avaient une petite propriété, ils payaient très peu le trimestre, la pension. Ça les aidait. Et parce qu'il y avait ma sœur aussi qui devait faire ses études. Mon frère étant plus âgé, 13 ans de plus, il avait arrêté et il travaillait à la ferme. À 11 ans, on est très réceptif dans ce qui concerne la vie spirituelle, religieuse. On est affamé, assoiffé de Dieu. Et on allait à la messe tous les matins, prière du matin, et à midi, il y avait la prière avant le repas, et après le repas, le soir, il y avait la prière du soir, et puis on allait à 9h au lit. On était surveillés dans un dortoir. Et l'été, les moustiques venaient nous piquer. Et les plus riches avaient une moustiquaire. Et moi, je n'avais pas de moustiquaire. Et j'étais piqué de temps en temps. Que Dieu est transcendant, que Dieu est aussi immanent. Il est à la fois transcendant et immanent. Il nous aime, il habite en nous. C'est ce qu'on nous apprenait. Il y avait des prières spéciales que les frères des écoles chrétiennes avaient rédigées et on les disait matin, midi et soir. Quand les membres de ma famille étaient malades, atteints d'un cancer, je priais beaucoup pour eux. J'avais 2 tantes qui étaient cloîtrées dominicaines à Blagnac, c'était à côté de Pibrac, et j'allais les voir 1 fois par an. Qu'une fois, à 14 ans. Et elle était cloîtrée, je ne l'avais jamais vue. et puis elle m'a surpris parce qu'elle m'a fait tout un speech sur l'adolescence, les actions impures, la pureté, les pensées impures, tout ça. C'était bien de me le faire d'un côté, mais pour une première rencontre, ça ne me plaisait pas beaucoup. À 14 ans, on est en pleine adolescence et en pleine jeunesse et on a des actions impures. Et je luttais pour ne pas avoir des actions impures. Ce que devaient faire mes camarades, mais on n'en parlait jamais entre nous de ça. Il y avait une bonne ambiance, mais il n'y avait pas de poêle et le dortoir était froid. Et le matin, les robinets ne s'ouvraient même pas, l'eau était glacée. Et en rentrant en classe, il y avait l'inspection des mains de tous les élèves. Montrez-nous vos mains. Toi, tu n'as pas lavé tes mains. Et on se faisait gronder. Il fallait être propre quand même. Et ça m'avait marqué, ça. Et puis, après, on a passé le baccalauréat dans un autre endroit où il n'y avait que des frères qui préparaient le baccalauréat. C'était à Angers. Et puis après, on s'est mis avec le bac, on pouvait enseigner. On nous disait un peu comment il fallait faire l'école. Pendant 1 année, on nous formait. Et puis la seconde année, on commençait à faire l'école. Le primaire, surtout le primaire. Et moi, j'étais content de faire l'école, de transmettre ce que j'avais appris à des petits-enfants de 9 ans.
Et il fallait leur faire le catéchisme. Et j'étais toujours impressionné de ces enfants qui avaient 9 ans. Ils étaient très, très réceptifs, assoiffés, affamés de Dieu. Il y avait le programme, il ne fallait pas faire que le catéchisme, il fallait faire les mathématiques, le français, l'histoire, la géographie, les sciences, etc. Alors, une fois, je dis, écoutez, ce matin, il est tard, on va commencer par les mathématiques. Et les enfants me réclamaient le catéchisme. Je suis veuve, mon épouse me disait, mais que tu es bête, pendant ce temps, il ne faisait pas des problèmes. Elle était institutrice aussi. Je cherchais que les institutrices, les autres, non. C'est un peu bête, mais je suis content de l'avoir fait, parce qu'on avait les mêmes heures. On prenait les enfants dans notre école. Papa, fais-moi réciter la table du 8, tant qu'on n'est pas arrivé. Et voilà, ça crée un lien. Tous les deux enseignants, et nous avons tous les deux connu la vie religieuse dans son intégralité avant Vatican II. Vatican II a fait une réforme très forte. On n'était plus obligé de porter l'habit. Les prières, elles étaient différentes. Elles faisaient partie du bréviaire des prêtres. On faisait beaucoup de sessions pédagogiques. Les directrices et les directeurs, ils voulaient qu'on se forme au mois de juillet. Pendant les vacances, on y allait pendant 3 semaines. On avait des cours de pédagogie approfondis et ça nous permettait de passer le certificat d'aptitude pédagogique. Il y a eu tout un remue-ménage, il y a eu des départs. Et moi, je faisais l'école, je me sentais bien, je vais faire l'école. Puis je me suis dit, pourquoi tu partirais pas et faire la même chose ailleurs, le catéchisme, dans une école catholique, libre, privée. C'est m'est venu tout d'un coup. Et j'ai réfléchi, mais j'ai attendu 2 ans pour partir et pour dire que je ne voulais pas continuer à être frère. Et qu'on me donne un poste laïque. Et tout en étant laïque, je faisais le catéchisme comme si j'étais frère. Mon frère Denis a eu 2 filles. 2 filles. Elles se sont mariées vers 25 ans et elles ont choisi deux jeunes hommes qui étaient frères. Ils se sont mariés et ils ont tous pris le nom de Palouse, c'est-à-dire un nom pour 4 oui, le jour du mariage. Est-ce que la ferme familiale continue de tourner aujourd'hui? Oui, parce qu'elle est regroupée avec la ferme des 2 garçons où ils étaient nés. Et dans cette famille Palos, ils avaient loué aussi beaucoup de terrain. Ils étaient arrivés, ils sont à 200 vaches. Avec des tracteurs chers et puissants et tout. Maintenant, ils vont partir, les deux gendres vont partir à la retraite et je souhaiterais que ma maison soit conservée et la propriété aussi. Voilà, je souffrirais si ça se vend. Pendant toute ma vie, au mois d'août, j'allais passer le mois d'août chez eux, j'ai aidé mes parents. Et même étant mariés, on a eu 3 enfants. Et on a eu les 2 premiers enfants qui se rapprochaient. Et avec mon épouse, on s'était entendu, chacun passait ses vacances chez sa famille, tout en gardant un enfant. Alors moi, je prenais un garçon, le garçon, je m'occupais de lui, j'étais dans ma famille. Et puis, 15 jours après, on faisait l'inverse. Je prenais la fille aînée et mon épouse prenait le garçon. Pour ne pas être à la charge des beaux-parents, on facilitait les choses. Je trouvais que c'était très bien. Ça ne se faisait pas beaucoup. C'était peut-être anormal. Mais je trouve que c'était bien.
On revivait un peu notre enfance et tout. À l'époque, le jeudi, il n'y avait pas la classe. C'était congé. Et tous les jeudis après-midi, je devais jouer au football. Et il y en avait qui étaient comme moi, quelques-uns, et qui n'aimaient pas le football. Alors les plus forts, on les mettait ensemble, les moyens ensemble, les plus faibles, les désintéressés dans un autre groupe. Et moi, je faisais partie de ces désintéressés. Et on faisait semblant de jouer au foot, de tirer un coup de pied au ballon, et on essayait de mettre le ballon, de l'enlever, de le mettre sur un arbre. Et le ballon restait sur l'arbre, et les plus courageux essayaient de grimper pour essayer d'attraper le ballon et de le rejeter. Et pendant ce temps, nous, on était contents, on jouait pas, on discutait, on faisait... Ça m'a marqué, ça.